Bonjour à toutes. Bonjour docteur Virginie Marchal. Un tout grand merci d'être là avec moi pour ce deuxième épisode de l'émission Femmes, l'émission qui aborde tous les aspects de la santé et du bien-être des femmes après 40 ans. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet très important, le cœur. Et que serions-nous sans lui, n'est-ce pas? Nous sommes rencontrés dans le cadre de ta consultation, car je m'étonnais d'avoir des palpitations cardiaques. Enfin, étonnée, pas tout à fait, et on en parlera tout à l'heure. Mais je voulais surtout vérifier qu'il n'y avait rien de particulier, rien qui pouvait en fait affecter ma santé. Et j'ai beaucoup apprécié ton honnêteté et ta franchise lors de nos conversations, et une chose en amenant une autre, te voilà ici. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Virginie, puis-je te demander de te présenter? Qui est le docteur Virginie Marchal et qui es-tu aussi en dehors de ton habit de médecin? Effectivement, je suis, le docteur Virginie Marchal. J'ai commencé médecine il y a 20 ans. Il s'est passé beaucoup de choses, pendant 20 ans, en médecine, je veux dire, dans ma vie aussi et donc maintenant je suis installée à Aix-en-Provence, en cardiologie libérale. Je reçois les patients en consultation, je fais des tests d'effort également et j'essaye, au contact des patients, des problématiques qu'ils me soumettent, de m'améliorer pour essayer de répondre à leurs questions parce que moi aussi ça me questionne, de pas savoir leur répondre et donc c'est comme ça aussi dans des échanges, constructifs qu'on essaye de s'améliorer pour essayer d'en savoir plus et donc dehors de alors ça me prend beaucoup de temps, la médecine, la cardiologie, mon travail, aussi parce que j'adore ça et parce qu'aussi être chef d'entreprise, ça prend beaucoup de temps. Tous les chefs d'entreprise le savent et à côté et ben, j'ai ma famille, j'ai mes amis, avec qui j'aime passer beaucoup de temps et puis j'essaye d'avoir une vie saine donc de faire du sport, et puis de faire la fête. Alors, moi, j'aimerais savoir quelles sont les pathologies que tu rencontres le plus souvent dans ton cabinet. De long part aussi mon installation en libéral parce qu'à l'hôpital et en libéral, on voit pas les mêmes patients. Mais en libéral, je pense que c'est le cas de la plupart des cardiologues, la pathologie qu'on voit le plus fréquemment, c'est l'hypertension artérielle. Donc c'est même l'inverse, quand on voit un patient, qui n'a pas d'hypertension, on est presque surpris. Sachant qu'en plus au cabinet, on a les vraies hypertensions et tous les gens qui sont stressés avec une tension élevée, liée au stress ou pas, ça c'est le bilan qui devra le déterminer. Ce qui fait que quand on a quelqu'un avec une tension normale, j'avoue qu'on est presque déçu. D'accord. Et est-ce que il y a un âge moyen pour les troubles cardiaques? Enfin, moi, j'ai l'impression que les troubles cardiaques, c'est quelque chose qui arrive quand on est vieux. Maintenant, est-ce qu'il y a un âge moyen ou est-ce que pas du tout, ça peut arriver vraiment n'importe quand? Donc ça dépend de quelle pathologie on parle. On sait qu'il y a des pathologies cardiaques congénitales, on le sait même en anténatal. Ça, c'est vraiment une entité à part entière. Après, pour tout ce qui va être cardiopathie acquise, à cause des facteurs de risque cardiovasculaire ou par exemple à cause, des virus, comme c'est le cas dans la myocardite, des choses comme ça va être plus tard. On a aussi des cardiopathies génétiques qui se manifestent avec le temps, donc elles vont pas forcément se manifester à 20 ans, mais des fois à 50, parfois ça peut être très jeune. Donc il y a pas d'âge pour être malade, malheureusement. On peut être malade à tout âge. Statistiquement, plus on vieillit, plus on va avoir de risques d'avoir une pathologie. Pour les facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypertension, c'est quand même déjà vers 40-50 ans. L'insuffisance cardiaque, ça va être un peu plus tard, 50-75, parce que déjà souvent c'est quand même une conséquence de l'hypertension artérielle. Et puis tout ce qui va être AVC, infarctus, pareil, c'est des conséquences des facteurs de risque, dont l'HTA, donc ça va être un petit peu plus tard. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut arriver jeune, que malheureusement quand ça arrive jeune, on n'y pense pas, donc il y a souvent un retard de prise en charge. En plus, quand c'est brutal, le corps a pas forcément eu le temps de s'habituer avant, donc ça va être souvent encore plus grave. Donc le seul message, c'est il y a pas d'âge malheureusement pour être malade. Au moindre doute, au moindre symptôme, on prend ça au sérieux direct. D'accord, intéressant. Et j'ai le sentiment aussi que les hommes sont souvent plus touchés que les femmes. Est-ce que c'est une vérité ou pas du tout? Les hommes sont effectivement plus touchés parce que surtout ils sont touchés plus tôt, puisque nous les femmes, on a une protection, cardiovasculaire par nos hormones, par les œstrogènes. Donc toute cette période, sous hormones, on a une protection. Une fois qu'on la perd, on récupère le risque des hommes. Donc eux, statistiquement, ils sont plus atteints, sur toute leur vie et nous plutôt sur une partie un peu plus tard. Mais voilà, après tout le monde, malheureusement tout le monde est atteint et après, il y a des périodes, particulièrement à risque, dans la vie d'une femme aussi, comme, la grossesse, qui peuvent provoquer aussi certaines pathologies. Et à la fin, tout le monde, enfin,
tout le monde est à risque. C'est ça qu'il faut retenir. D'accord. Par contre, je me rappelle avoir lu que la première cause de mortalité chez les femmes, c'est effectivement les pathologies cardiaques. Hem, donc enfin, tu as expliqué tout à l'heure effectivement que voilà, on a une protection nous les femmes, c'est les œstrogènes. Hem, Néanmoins, moi, j'ai vraiment le senti enfin, j'étais étonnée de lire ça et je me suis demandé, quelle était la raison pour laquelle, on était si touchées, nous les femmes. Est-ce que c'est parce que les hommes nous font souffrir et ils nous font souffrir toute notre vie? Mais je pense pas que ce soit une raison médicale, en tout cas. Est-ce que tu peux un peu développer justement, ce qui se passe après 50 ans? Donc les hommes nous font trop souffrir, ça c'est certain. Après, dire qu'ils sont responsables de la mortalité cardiovasculaire de la femme, c'est sans doute un petit peu excessif. Le cœur, au final, il est autant affecté chez les hommes et les femmes, mais les femmes bénéficient d'une protection hormonale avec les œstrogènes. Donc tant qu'elles en synthétisent, elles sont protégées. À partir de la préménopause et de la ménopause et de la baisse des œstrogènes, effectivement, le risque cardiovasculaire va augmenter et rejoindre celui des hommes. Le stress étant un important facteur de risque cardiovasculaire, effectivement, les hommes peuvent jouer un rôle à ce niveau-là, mais du coup, on peut supposer que l'inverse soit vrai aussi. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que les femmes sont bien plus sujettes au syndrome de Takotsubo, par exemple, qui est aussi appelé donc l'infarctus de stress. Donc c'est un infarctus, mais sans que les vaisseaux soient bouchés. C'est-à-dire que les vaisseaux sont... La réaction de ce syndrome sur le cœur mime un infarctus. Ce n'est D'accord. pas stricto sensus un infarctus avec une artère bouchée. Et donc, en fait, cette réaction, c'est lié surtout à une réaction plus importante du cœur à un stress aigu, dont on sait qu'a priori, les femmes seraient plus sujettes parce qu'elles feraient des réactions émotionnelles plus fortes à ce genre de stress. Et on sait que l'influence des œstrogènes dans la réponse au stress est importante. Et donc, ce syndrome touche majoritairement les femmes entre 50 et 70 ans. Donc, effectivement, il y a quand même des particularités et des réponses au stress qui sont différentes, probablement avec un lien également avec les œstrogènes. Oui, les œstrogènes, et la réponse du cortisol en fait qui elle aussi, se dérègle avec le dérèglement des œstrogènes et de la progestérone et donc un stress accru et que ça correspond très bien à ce que tu viens d'expliquer, qui est assez présent, chez les femmes dans mon domaine de compétences, c'est-à-dire la médecine et la nutrition fonctionnelle, nous on considère l'humain comme une machine interconnectée. Ce qui est assez différent, on va dire, de la médecine allopathique qui considère un peu, chaque problème dans sa boîte, hein, la santé du cœur d'un côté, la santé pulmonaire de l'autre et cetera. Nous, on part du principe qu'en fait, tous ces systèmes, ils vont interagir afin de maintenir l'homéostasie. L'homéostasie, c'est donc ce qui permet de maintenir l'équilibre et la santé dans le corps et dans le même esprit, on considère que du coup, s'il y a un système qui est défaillant ou un système qui va s'affaiblir, ça peut potentiellement avoir des conséquences sur d'autres systèmes. Donc, les femmes qui décèdent de pathologies cardiaques et d'AVC, elles ont souvent passé 50 ans, on en a déjà parlé un petit peu là. C'est un âge qui, chez nous les femmes, est assez significatif. Donc, est-ce qu'on peut clairement faire un lien entre ce système endocrinien et le déclin hormonal? Ce qu'on sait, c'est que les hormones sexuelles, en particulier les œstrogènes, jouent un rôle majeur dans la protection cardiovasculaire de la femme et que donc à leur disparition à la ménopause, oui, effectivement, le risque augmente. Et comme tu l'as dit, on est le résultat d'un équilibre dans le corps en permanence entre les différents systèmes, que ce soit les différents organes, les balances endocriniennes, hormonales, etc. Et donc forcément, quand quelque chose change, la réaction au bout, tout ce qu'elle équilibrait, change aussi. Donc, il y a énormément de phénomènes, de processus qu'on essaye d'appréhender avec des techniques de mesure, de la recherche, etc. Mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas, beaucoup de causes à effet qu'on commence à mettre à jour ou à constater et donc à chercher pourquoi. Mais effectivement, on est un tout. Et donc, traiter un organe isolément, c'est une erreur parce que tout est interconnecté. D'accord. Mais c'est quand même ce qu'on voit le plus souvent quand on va chez le médecin? C'est parce que c'est ce qu'on nous apprend en médecine. D'accord. Et du coup, alors là, je fais peut-être des raccourcis, mais un cardiologue ou un pneumologue ou enfin peu importe la spécialité qui serait pas formé à l'interaction entre les différents organes, entre les différents systèmes et cetera, il pourrait potentiellement passer à côté d'un diagnostic. Genre ici, par exemple, une personne qui vient avec des palpitations cardiaques, comme ça a été mon cas, pourrait, repartir avec des bêta-bloquants, par exemple, alors qu'en fait, le problème de base, c'est pas du tout des palpitations, c'est le déclin hormonal. Donc, en fait, nous, on traite
des maladies, des pathologies connues. Et donc, par exemple, un déclin hormonal, c'est pas vraiment considéré comme une pathologie, mais comme quelque chose de physiologique, comme une évolution normale du corps, qui va engendrer des symptômes, certes, mais qui n'est pas une maladie. Nous, on apprend beaucoup les maladies dans des entités particulières. On apprend à soigner ces maladies. Et pour tout ce qui est symptomatique, qui n'est pas lié à une maladie, ça, on ne nous apprend pas. Donc, en fait, tout ce qui est symptomatique, on le découvre en consultation, quand on a terminé nos études, quand on est tout seul. Donc, on le découvre parce qu'on a les patients qui viennent beaucoup pour nous parler de choses qu'on n'a jamais entendues. Donc, en général, au début, on se dit, on trie, hein, on dit malade, pas malade, pas grave. Et donc, pas malade, pas grave, pas de traitement. Le problème, c'est que le patient, au bout, il a quand même des symptômes. Donc, même s'il est rassuré, il peut quand même être gêné. Donc, après, souvent, on évolue, on dit, on peut proposer des traitements. Après, les gens les prennent pas. C'est comme tout traitement, il peut y avoir des effets indésirables, il peut y avoir des intolérances, etc. Pour essayer de soulager le patient, on va pas forcément traiter le problème à la source. Parce que déjà, la source, il faut réussir à l'identifier, à la connaître. En tout cas, moi, en tant que cardiologue, je n'ai pas été formée sur les hormones, clairement pas sur celles de la femme, ni sur leurs effets, ni sur leurs évolutions pendant la vie de la femme. Donc, on improvise. Voilà. Donc après, si on s'intéresse au sujet, on peut trouver quand même effectivement des DU de micronutrition. On peut effectivement repartir sur de la physiologie de base pour essayer de comprendre le mécanisme, mais c'est pas quelque chose qu'on nous a appris spontanément. Donc, ça vient, moi, c'est venu à force d'avoir des patientes qui me disent toute la même chose, à qui je n'avais pas vraiment de réponse à apporter. Et donc, j'ai fini par me dire, il y a quand même quelque chose, peut-être que c'est à moi de creuser pour essayer de comprendre comment je peux les aider. C'est intéressant comme réponse parce que ça permet de comprendre, aussi les limites de chacun, en fait, et du rôle de chacun. C'est important de savoir, quand j'ai pas fait d'études de médecine, mais on sait que les études de médecine sont longues. Quand on fait une spécialisation, c'est encore plus long. Donc, on se doute bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière à étudier et on peut pas tout voir. Et moi, j'ai la même chose dans mes consultations, c'est que clairement, c'est sur le terrain qu'on apprend et c'est sur le terrain qu'on se pose d'autres questions et qu'il y a d'autres choses qu'on a envie de savoir, on a envie de creuser, comme tu disais justement, différents sujets, voilà. Donc oui, en tout cas, merci pour cette réponse très, très honnête. Il faut pas croire que les médecins savent tout. C'est pas vrai du tout. Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Déjà, on est que des êtres humains. Ensuite, l'intelligence artificielle peut nous aider, mais déjà, la base, c'est la communication avec le patient pour comprendre de quoi il souffre, quels sont ses symptômes, comment ça se manifeste concrètement. Est-ce qu'on a des éléments objectifs pour essayer d'évaluer cette symptomatologie, pour pas non plus traiter à tort des gens qui n'en ont pas besoin, parce que c'est pas bien non plus, ça les aide pas non plus. Et tout ça, c'est aussi l'expérience. Et puis tout au long de sa vie, on s'améliore, on change sa façon de faire, on s'adapte aux gens qu'on a en face. C'est la médecine, quoi. Comme on dit, un art. Alors, revenons un peu, au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Hem, la femme serait donc plus vulnérable d'un point de vue cardiaque durant la période de préménopause, mais aussi, durant la ménopause, hein, même beaucoup plus durant la ménopause. Quels sont les principaux changements cardiovasculaires qui surviennent pendant ces moments-là, pendant cette période? Et pourquoi justement les femmes deviennent plus à risque des maladies cardiovasculaires? Effectivement, la modification des œstrogènes peut engendrer, via leur effet modulateur sur le système nerveux autonome, une modification de la régulation de l'humeur et une majoration de la réponse au stress. Une baisse d'œstrogène qui peut entraîner une suractivation du système nerveux sympathique. Donc, c'est celui qui va accélérer le rythme cardiaque, entre autres. Donc, ce qui peut entraîner une majoration de la fréquence cardiaque de base, une majoration de la réponse cardiaque au stress ou à l'effort avec un cœur qui va être plus réactif aux hormones du stress. Et également une majoration des extrasystoles. Donc, ça, ce sont les battements prématurés qui naissent au niveau du cœur et qui peuvent être ressentis comme un boom ou au contraire comme une pause cardiaque qui suit l'extrasystole. D'ailleurs, les œstrogènes ont de multiples effets protecteurs sur le cœur. Les œstrogènes, ils possèdent un effet vasodilatateur. Ils favorisent la production du monoxyde d'azote qui va donc vasodilater les vaisseaux sanguins, ce qui permet d'améliorer la circulation sanguine et de réduire la pression artérielle. Il y a une action anti-inflammatoire et antioxydante. Donc, il limite l'oxydation du LDL, diminue la formation des plaques d'athérome, il module les réponses inflammatoires qui favorisent les maladies cardiovasculaires. Ils ont un effet antithrombotique, c'est-à-dire qu'ils diminuent l'agrégation plaquettaire, ce qui va améliorer la fluidité sanguine et réduire le risque de thrombose. Ils ont aussi un rôle sur le profil lipidique. Ils favorisent l'augmentation du HDL et une diminution du LDL avec une réduction également des triglycérides. Mais c'est surtout le H et le L qui jouent, nous, en facteur de risque cardiovasculaire.
Et donc, après la ménopause, la baisse des œstrogènes et de tous leurs effets protecteurs, du coup, est associée à une augmentation du risque cardiovasculaire. Ah oui, donc on voit vraiment ici, de par ce que tu expliques, que, ben, ils jouent quand même beaucoup, beaucoup de rôles, ces œstrogènes. Parce que entre l'effet vasodilatateur, le cholestérol qui effectivement, on voit, hein, chez les femmes qui sont ménopausées, une augmentation du LDL comme ça, du jour au lendemain, alors qu'elles n'ont rien changé, dans leur vie ou dans leur mode de vie. Donc ces œstrogènes sont vraiment, vraiment très, très importants pour nous les femmes. Ouais, ils sont vraiment importants et effectivement, sur la symptomatologie, du coup, on comprend mieux pourquoi on nous décrit de la tachycardie, des sensations de tachycardie plus importantes, pour un moindre effort, des réactions exacerbées au stress et une hypertension artérielle parce que l'effet vasodilatateur des œstrogènes, heu, protégeait ou en tout cas pouvait équilibrer un début d'hypertension et ça va démasquer, brutalement une hypertension ou aggraver une hypertension qui était légère, et débutante. D'accord. Donc une femme qui n'avait pas d'hypertension avant la préménopause et la ménopause peut développer de l'hypertension simplement parce que enfin «simplement» entre guillemets, parce qu'il y a le déclin hormonal? Il faut quand même à la base qu'il y ait un processus de rigidification des artères, de dérèglement hormonal. Seulement ce qui pouvait être équilibré, on va dire, avec les œstrogènes, probablement à la disparition des œstrogènes, eh bien, ça démasque une hypertension qui commençait, mais avec un processus en dessous physiopathologique qui existait déjà. Alors on le voit ici, hein, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut attribuer aux hormones. Il faut pas, oublier qu'il y a aussi des troubles qui n'ont rien à voir avec les hormones. Donc quand on a des symptômes ou qu'on a un doute sur quelque chose, bon, c'est ce que je conseillerais à mes consultants et je pense que c'est ce qu'on conseillerait de manière générale. C'est voilà, si vous sentez qu'au niveau cardiaque, il y a quelque chose qui se passe et allez voir un cardiologue et faites les examens nécessaires. Justement, en parlant de ces examens cardiovasculaires, est-ce que, quels examens sont un peu les examens de routine, si je puis dire, quand une personne vient au cabinet? Donc, en général, en consultation de cardiologie, on fait toujours un interrogatoire, première chose, connaître la personne, ses antécédents personnels, ses antécédents familiaux, ses allergies, ses traitements, s'il consomme du tabac, de l'alcool, de la drogue. Ensuite, un interrogatoire évidemment sur les symptômes, est-ce qu'il y a des symptômes d'alerte ou pas. Ensuite, l'électrocardiogramme, donc c'est l'examen de base pour analyser l'électricité au niveau du cœur, donc ça nous donne pas mal d'infos, mais c'est loin d'être exhaustif. Un ECG normal, ça élimine pas du tout une cardiopathie ou un facteur de risque cardiovasculaire. C'est juste un élément qui va s'ajouter aux autres. Et l'écho-cœur qui est quasiment systématiquement proposé parce que justement, un examen clinique normal et un ECG normal, ça élimine pas une cardiopathie que aller vérifier avec l'échographie, ça permet de faire au minimum du dépistage, et évidemment, s'il y a des symptômes, de vérifier que le cœur, de base est sain. D'accord et bon, on va pas parler de la sphère, médicaments parce que c'est quelque chose qui est vraiment, spécifique, à chaque patient. Mais par contre, je peux bien imaginer qu'il y a des recommandations au-delà justement des médicaments qu'on peut faire, que tu peux faire à tes patientes, pour en tout cas, protéger leur cœur, pardon, à l'approche de la ménopause. Donc moi, effectivement, je suis pas très calée en diététique et en nutrition, ça le deviendra peut-être, c'est sur ma liste. Donc pour l'instant, je leur donne les conseils, de base, ceux qui marchent à peu près pour tous les organes, c'est-à-dire de manger équilibré, des fruits et légumes, des fibres alimentaires, de privilégier les apports en bonnes graisses, donc les poissons gras, les huiles végétales, d'éviter les acides gras saturés, trans, les produits transformés. Voilà, on sait que les fruits à coque, c'est bon. Surtout, surtout, éviter de saler ses plats. Ça, pour l'hypertension, c'est vraiment le truc de base. C'est-à-dire que tout ce qu'on mange, c'est déjà salé. Donc, on dit pas aux gens de manger sans sel strict, c'est-à-dire d'aller acheter du pain sans sel, et cetera. Mais tout ce qu'on mange, c'est déjà salé. Les produits transformés sont salés. Ce que vous allez manger au restaurant, c'est salé. En fait, prendre l'habitude de jamais saler ses plats. Ça, c'est vraiment le truc de base. Et puis, bah, éviter les sucres raffinés, l'alcool en excès. Voilà, mais ça, c'est des conseils, un peu, j'ai envie de dire basiques, mais si déjà on les respecte, bah, c'est déjà bien. Et d'un point de vue hygiène de vie, sport, est-ce qu'il y a des sports qui sont mieux que d'autres ou est-ce qu'il y a des choses à recommander, justement pour la période de la préménopause, ménopause? Je pense pas qu'il y ait tellement de différence avec les sports conseillés habituellement, en cardiologie, c'est-à-dire les sports d'endurance, course à pied, vélo, natation, les exercices de renforcement musculaire, donc yoga, pilates, gym douce, les étirements.
Après, c'est les mêmes en fait qui sont bons au plan cardiovasculaire et qui sont bons toute la vie en fait. Après, encore plus au moment de la ménopause, il va falloir jouer sur le renforcement musculaire. C'est plus dur de prendre de la masse musculaire. Donc, il faut vraiment garder une bonne hygiène de sport toute sa vie. Ce sera évidemment plus simple si on s'y est mis avant, mais il est jamais trop tard pour bien faire. Il faut pas se décourager parce qu'on débute, ce sera dur, mais ça c'est pour tout le monde. Et par contre, ça fait vraiment du bien. Et pas que pour le cœur. Oui, c'est clair, ça joue sur tout, enfin pour toute la vie, mais c'est vrai qu'en préménopause, ménopause, moi j'ai une recette miracle ou une pilule miracle, c'est le sport. À partir du moment où les femmes se mettent à faire du sport, on voit énormément de choses qui changent, que ce soit au niveau du métabolisme, que ce soit au niveau du cœur, enfin de la santé cardiaque, que ce soit au niveau respiratoire, et au niveau aussi de la stabilisation d'une certaine manière des hormones pendant un petit temps. C'est vraiment quelque chose qui aide énormément, et aussi à diminuer certains symptômes qu'on peut avoir en préménopause. Et d'ailleurs, ça me fait penser stress, parce que finalement, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais le stress, c'est quand même quelque chose qui est très en lien aussi avec, avec la préménopause et la ménopause, hein. La gestion du stress, elle devient différente. Nos ressentis sont différents aussi, et je me demandais du coup, le stress et les fameux troubles du sommeil. On sait qu'il y a plus de 50 des femmes en préménopause et en ménopause qui souffrent de troubles du sommeil, donc c'est énorme. Et elles ont beau prendre tous les cachets possibles et inimaginables, il n'y a rien qui fonctionne. Donc on est vraiment sur quelque chose de voilà de très handicapant. Donc je me demandais, le stress et les troubles du sommeil qui sont liés donc à cette période, est-ce qu'ils ont un impact direct sur le cœur? Bah, effectivement, que ce soit le stress ou les troubles du sommeil, tous les deux, ce sont des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc le stress de base, ça va aggraver tous les facteurs de risque, que ce soit l'hypertension, les troubles du rythme cardiaque ou l'inflammation. Et les troubles du sommeil en général vont favoriser le stress oxydatif, l'inflammation et vont perturber le système nerveux autonome, qui lui-même majore le risque cardiovasculaire. Donc on est en plein dedans. En plus, l'apnée du sommeil, qui est une entité à part entière de maladies, de pathologies et de risques cardiovasculaires, elle est plus fréquente après la ménopause, en raison d'un relâchement des tissus des voies respiratoires lié à la chute des œstrogènes et de la progestérone, un peu comme le relâchement en fait global qu'on peut constater sur la peau, les tendons, etc. Et donc ça favorise l'apnée du sommeil, dont on sait que c'est un facteur de risque, voilà, vraiment important. Et en plus, en raison justement, comme tu l'évoquais, des troubles du sommeil liés à la ménopause, qui sont les réveils nocturnes, les bouffées de chaleur, les sueurs, etc., qui sont les mêmes symptômes que ceux de l'apnée du sommeil, ça peut complètement passer inaperçu parce qu'on va mettre ça sur le compte des troubles normaux de la ménopause et le diagnostic peut être fait très tardivement, alors qu'on sait que c'est un facteur de risque cardiovasculaire en soi et ça va provoquer ou aggraver une hypertension artérielle, entre autres, mais ça joue aussi au niveau cognitif. Ça va jouer sur les troubles de l'humeur, ça peut jouer sur la dépression, sur un ralentissement, sur une fatigue, enfin sur plein de choses. Est-ce que est-ce que tu sais toi, qu'est-ce qu'il faut faire comme examen pour savoir si on souffre d'apnée du sommeil? Il faut faire une polygraphie nocturne. Donc, D'accord, et ça se fait en hôpital? alors, ça se fait à l'hôpital, mais ça se fait surtout actuellement en cabinet libéral. Donc, ça peut être fait par le médecin généraliste qui a été formé, par un cardiologue, par un ORL. Et donc, les gens sont appareillés en fin d'après-midi, début de soirée, avec des canules au niveau du nez, des sangles abdominales, saturomètre au niveau du doigt. Et donc, sur différents paramètres, ça va permettre d'analyser s'il y a des pauses respiratoires, s'il y a une baisse de l'oxygène dans le sang la nuit, s'il y a des micro-éveils, etc. Et donc, ça nous donne plein d'infos et ça nous permet de dépister et ensuite de proposer un traitement. Et donc, le traitement, je précise, c'est pas que le masque, parce qu'il y a des gens que ça peut rebuter à tel point qu'ils vont se dire, je veux pas savoir si je fais de l'apnée parce que je veux surtout pas avoir le masque. Ce que je comprends tout à fait. Il faut savoir qu'il existe aussi des orthèses. D'ailleurs, j'en ai une. Hop, des orthèses qu'on appelle l'orthèse d'avancée mandibulaire. Donc, c'est une espèce de petite prothèse qui va venir décaler la mâchoire en avant et du coup libérer les voies aériennes. Donc il faut pas se dire je veux pas le masque donc je veux pas savoir. Déjà savoir c'est bien parce que c'est comprendre et ensuite il existe différents traitements qui peuvent être adaptés à chacun. OK. Bah, c'est bon à savoir, parce que moi, sincèrement, si je devais faire l'examen, je me dirais tout de suite: «Je veux pas ce masque». Exactement. Ça me rebuterait déjà, d'emblée, quoi. Et donc la logique c'est de se dire vu que je veux pas le traitement, je fais pas le dépistage, ce qui peut se comprendre. Mais du coup le traitement c'est pas que ça. Et ensuite le traitement, même si des fois ça rebute,
Quand en fait, on n'a plus l'habitude de passer une bonne nuit et des fois qu'on se rend compte ce que c'est en fait de bien dormir, ben, on peut aussi devenir accro. Ouais, ça a du sens, totalement. Des fois, je dis tester. Tester et puis on verra. Par rapport au stress, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue, naturel pour essayer de se stabiliser, d'essayer d'avoir un système nerveux qui est pas tout le temps, en mode, fight or flight, en mode hyperactif? Donc, bah, déjà, une fois qu'on a corrigé son alimentation de base avec des bonnes choses, qu'on a bien fait son sport, dans des bonnes conditions, qu'on a essayé d'optimiser son sommeil, heu, dans les, calmants naturels, tout ce qui peut aider, à la relaxation, il va y avoir les exercices de relaxation, de respiration, la respiration diaphragmatique, la méditation en pleine conscience, la cohérence cardiaque. Donc ça, c'est des choses qui peuvent, jouer soit à long terme, soit à court terme sur un vraiment quand on sent qu'on n'est pas bien et cetera, relâcher la pression. Et puis avoir des plantes relaxantes comme la camomille, la lavande, la valériane. Ça, c'est des choses aussi qui peuvent contribuer. De toute façon, moi, j'ai tendance à dire tout ce qui vous fait du bien sans vous faire de mal, allez-y, quoi. Et on est tous différents, donc il faut trouver, sa recette. Ouais, tout à fait. Alors on a parlé il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, il y a un certain nombre d'années, du traitement hormonal de substitution ou du traitement hormonal de la ménopause, le THM. Début des années 2000, ça a été, le gros scandale, «Les hormones, c'est dangereux, il faut arrêter, ça donne le cancer, ça fait ci, ça fait ça». Depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. On s'est rendu compte que cette étude de WHO, qui était sortie, bon, bah, elle était pas faite tout à fait dans les règles de l'art. Il y avait certaines choses, voilà, elle a été quand même pas mal, discutée, enfin beaucoup même, et on s'est rendu compte qu'elle était pas fiable. Donc il existe aujourd'hui un traitement hormonal pour les femmes en préménopause et bien sûr en ménopause. Alors la question que moi je me pose, c'est: est-ce que c'est bénéfique ou est-ce que c'est délétère au niveau cardiaque? Donc là, d'après les dernières études, des nouvelles études, des études plus anciennes qui ont été, réévaluées, a priori, je dis a priori parce que c'est comme tout. Les études, c'est à un moment donné, comme tu l'as dit, une même étude, elle peut être relue sur différents critères des années plus tard, ça fait dire autre chose. Donc, il faut toujours prendre les choses euh, avec des pincettes. C'est des hypothèses, mais a priori, sur les dernières études, les effets du traitement hormonal substitutif étaient plutôt bénéfiques, mais s'ils étaient instaurés, c'est-à-dire avant l'âge de 60 ans ou dans les 10 années qui suivaient le début de la ménopause. Donc là, on était plutôt sur des effets protecteurs, puisqu'on récupérait en fait les effets protecteurs des œstrogènes naturels, que ce soit sur les symptômes ou sur les risques cardiovasculaires. Par contre, quand c'était démarré plus tard, on avait plutôt des effets délétères, donc avec une augmentation du risque de thrombose et d'AVC et une possible augmentation du risque de cancer du sein. Il y avait aussi un rôle au niveau de la voie d'administration, puisque les formes semblaient plus sûres en transdermique, donc patch ou gel, et une préférence pour la progestérone naturelle par rapport à celle de synthèse. Voilà, les bénéfices ils doivent être évalués au cas par cas, prescrits au cas par cas. Après, je pense que si c'est important d'en parler, c'est le gynécologue qui va vous prescrire. Le cardiologue, souvent, il connaît pas grand-chose, mais on essaye de faire mieux. Heu, donc après, si le gynéco est OK, c'est important d'évaluer le risque cardiovasculaire avant, savoir si déjà vous souffrez ou pas de facteurs de risque. Après, quasiment tous les facteurs de risque, on peut agir dessus. L'hypertension, on peut la soigner, le cholestérol, on peut le soigner, le tabac, on peut l'arrêter, on peut faire énormément de choses. Donc déjà, savoir, c'est déjà, le 1er pas vers traiter. Et ensuite, quand on est parfaitement bien équilibré, on réduit déjà énormément son risque cardiovasculaire. Et donc, il semblerait en prime que le traitement hormonal substitutif démarré tôt soit un facteur protecteur en plus. Donc, ça semble très intéressant et une très bonne nouvelle, je pense. Oui, clairement, clairement. Bah, moi je me cache pas là sur le sujet, je suis vraiment pour, et je pense qu'à un moment donné, il faut, peser le pour et le contre et voir, où est-ce qu'on a, un bénéfice et où est-ce qu'on a, voilà, quel risque on peut courir, en prenant ce type de médicaments. Parce que ça reste, même si ce sont des hormones, ce sont des médicaments, hein. Les médicaments, ça, comme, d'ailleurs plein de compléments alimentaires aussi, peuvent venir avec des effets secondaires, donc faut pas minimiser ça. Néanmoins, on voit, de par les femmes qui en prennent, il y en a vraiment qui disent: «Moi, ça m'a changé la vie». Moi, je peux en parler aussi, moi, j'ai un traitement hormonal, à base de progestérone, et en 72 heures, je suis passée d'une personne qui ne dormait pas, qui était hyper anxieuse, alors je suis pas tara anxieuse et très stressée, à, je suis de nouveau normale, quoi. Oui, ça change, ça change. Mais je pense que c'est important aussi que les femmes, elles se renseignent.
Il y a plein de sites aujourd'hui spécialisés, il y a des livres qui existent sur le sujet, de se renseigner avant de se jeter à corps perdu dans les hormones, mais en tout cas de voir ce qui est bon pour soi et de sentir ce qui fonctionne pour soi. Après, je te rejoins sur le fait que c'est bien de se renseigner, c'est bien de demander parce qu'on va pas forcément vous le proposer. Et moi, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est qu'il faut tester. C'est-à-dire que souvent, quand je prescris un médicament, la première question qu'on me pose, c'est est-ce que je vais avoir un effet indésirable? Je sais pas parce qu'en fait, définition, l'effet indésirable, il est indésirable, donc c'est pas celui qui est souhaité. C'est pas pour ça qu'on le prescrit. Et il va être variable d'une personne à l'autre. Et même l'effet en lui-même va être chaque médicament a une liste d'effets indésirables, on le sait, long comme le bras, donc c'est impossible de prédire à l'avance. Et l'effet bénéfique, c'est pareil. Je pense qu'il dépend des gens. On n'a pas tous la même réaction aux hormones. Il y a des gens très sensibles, des gens peu sensibles, des gens qui vont être sensibles à l'une et moins à l'autre, ou même à des marques, des excipients. Il y a plein de choses qui jouent. Donc, pour tout ce qui n'est pas dangereux, j'ai tendance à dire tester. Ouais. Ouais, je pense que c'est une bonne façon de faire effectivement sur des choses qui sont pas dangereuses. Ouais. On précise. Alors, on arrive tout doucement à la fin de cette émission, mais je ne pouvais pas te laisser partir sans faire une petite minute prévention. Parce que bon, on a parlé d'après-ménopause, la ménopause, etc. C'est pas ton sujet, je dirais, de prédilection. Ton sujet de prédilection, c'est la cardiologie. Et je voulais savoir quels sont les signes et symptômes, en fait, qui peuvent indiquer qu'une personne qui se trouverait en face de nous est en train de faire un AVC ou un malaise cardiaque. Et qu'est-ce qu'il est bon de faire? Quels réflexes, en fait, sont bons à avoir quand on a une personne qui fait un malaise cardiaque face à soi? Donc, les symptômes les plus classiques, les plus connus d'AVC, c'est les symptômes de l'acronyme anglais FAST. Donc, Face, Arm, Speech, Time. Donc, paralysie faciale, paralysie d'un bras, trouble de la parole. Donc, en anglais, en français, c'est FBP, mais enfin, FBP, je vois pas trop qui va pouvoir retenir ça. Donc, voilà, c'est FAST, où, en gros, c'est, voilà, le visage, le bras et la parole. Si effectivement il y a quelque chose un de ces trois signes qui va pas, même si on a le doute, il y a qu'un seul réflexe à avoir, c'est appeler le 15. Après, il faut savoir qu'il y a de nombreux autres symptômes d'AVC en fonction de la localisation de l'AVC au niveau du cerveau. Donc, il peut y avoir des troubles de la coordination, des troubles de la sensibilité au niveau d'un côté du corps, une perte d'équilibre, des troubles de la vision, des vertiges, des vomissements, un mal de tête brutal et violent. Bon, en gros, tout ce qui a l'air neurologique ou vraiment moteur, tout ce qui est moteur sensitif, tout ce qui est neuro, c'est le 15. Faut même pas réfléchir. Faut 1000 fois mieux appeler le 15 pour rien que de passer à côté d'un AVC dont on sait que le pronostic va être lié à la rapidité de la prise en charge. Ce symptôme, c'est le signe d'un cerveau qui souffre et qui est privé d'oxygène. Donc, il va falloir rapidement agir pour lui rendre de l'oxygène. Une fois que la séquelle elle est faite, bah, c'est un peu tard. D'accord. Ok. Merci pour toutes ces informations. Avant qu'on termine, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose? Bah, je te remercie. Déjà d'être venue me voir comme patiente et de m'avoir fait confiance. Ensuite, de m'avoir interpellée sur un sujet qui m'intéressait, mais sur lequel j'avais pas encore eu le temps de me renseigner. Et puis, je suis du coup très contente d'avoir amélioré mes connaissances, et c'est loin d'être fini sur ce sujet qui touche les femmes. Bon, évidemment, je suis une femme, donc ça me sensibilise probablement encore plus qu'un homme. Mais il y a clairement un retard de recherche et de prise en charge de tous ces symptômes qui sont considérés comme non graves, non pathologiques, et donc qui manquent un petit peu d'intérêt en termes médicaux. Donc je pense que c'est dommage et qu'il faut que ça change parce qu'il y a vraiment une qualité de vie derrière qui est importante, qui est touchée de façon importante, et qu'on peut faire des choses finalement, des choses simples, des traitements simples qui peuvent nous changer la vie, comme tu l'as dit. Donc, je pense que c'est important de ne pas rester comme ça, de diffuser l'information, d'essayer de s'améliorer en permanence. Et puis, je trouve que c'est un bel exemple que il faut savoir que nous, médecins, on n'est pas juste des machines pour essayer de délivrer. Il y a de l'échange en fait avec les patients. Vous pouvez vous confier au médecin, il interagit, votre histoire, elle peut le toucher. Et puis, justement, faire réfléchir, s'améliorer. Et donc, il y a un échange permanent. Et c'est ça qui est beau, c'est ça aussi qui est chouette dans l'humain et dans le fait de ne pas être soigné par une machine. Même si ChatGPT, on sait
clairement beaucoup plus que moi sur le sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Virginie Marchal, de nous avoir prêté un petit peu de ton temps pour nous éclairer sur la santé du cœur chez les femmes et le lien souvent bien méconnu avec le système endocrinien. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi et je mets dans les notes de l'émission les coordonnées de ton cabinet et bien entendu de ton compte Instagram Docteur du Cœur. Je t'invite, toi d'ailleurs qui nous regarde, à aller regarder son compte, à la suivre parce qu'il est vraiment passionnant d'une part, mais il est aussi surtout très amusant. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi.